Ce dimanche, j'ai ressenti une vraie émotion. Pas quand Norris a confondu vitesse et précipitation, validant la thèse qu'il est à la lutte pour le titre, ce que je suis à l'industrie du film pour adultes. Je dois vous l'avouer, ce week-end, la F1 ne m'a pas particulièrement fait vibrer. Non pas parce qu'un vegan convaincu a foudroyé la vie d'une marmotte dans l'exercice de ses fonctions, mais plus à cause d'un revenant mutilé, triomphant avec une Ferrari aux couleurs de sa création. Robert Kubica, plus grand what if de l'histoire de la F1, a paraphé sa résurrection 14 ans après un accident qui aurait pu le laisser pour mort et avoir raison de sa passion. Celui qui courait en F1 avec le portrait de Jean-Paul II dans sa monoplace bénie des cieux a fait taire ceux qui se moquaient de lui dans une Williams affaiblie. Car à une main ou presque, le Polonais a prouvé qu'il pouvait gagner la course la plus dure et la plus mythique du monde en patron, passant plus de 10 heures derrière le volant. Après ça, mon cher Robert, plus personne ne pourra réfuter que tu es un pilote d'exception, un grand parmi les grands, sans contestation. Et sans transition, nous on va débriefer le Grand Prix du Canada, les amis, qui avait lieu ce week-end. Je suis désolé, on est un petit peu en retard. Vous en connaissez bien sûr la raison et en guise pour se rattraper tout simplement, on a décidé de vivre tout ça en live avec Hamza Ramani, avec Brice Germain. Comment ça va les gars ? Ça va, mais c'est surtout à toi qu'il faut poser la question. Ça va, impeccable. Petite alerte, tranquille, mais voilà, on va faire attention maintenant et on va essayer de baisser le rythme. Vous étiez au 24 heures du Mans aussi ce week-end ? C'est ça. Moins longtemps que toi. Un tout petit peu. Heureusement pour vous, les gars. Nous, on marchait moins vite que toi dans le paddock, je pense. Heureusement. Vous avez kiffé ? Vous avez passé un bon moment ou pas ? Ouais, on n'y était pas le même jour. Ouais. En fait, on ne s'aime tellement pas que voilà, il fallait qu'on soit un samedi, l'autre le dimanche. On pouvait pas se croiser au même endroit. On s'est appelé, on s'est dit t'y vas quand ? Bon, très bien. Non, on s'est même pas appelé. Dis la vérité, on s'est envoyé samedi ou dimanche toi ? Pour l'interrogation. L'autre a répondu samedi, l'autre n'a pas répondu. Voilà. Oui, il savait quand y aller. Ouais. Bien sûr. Exactement, les gars. Moi, je voulais commencer par là. Après, je vais vous détailler le programme. Là, on va débriefer tout de suite le Grand Prix du Canada. Mais derrière, on aura une FAQ, une petite demi-heure tous ensemble pour poser vos questions. Vous reviendrez, vous nous poserez les questions, surtout, j'imagine, sur l'actualité du sport auto. Est-ce que vous avez entendu le V12 non hybride de cette Aston Valkyrie ? Franchement, oui. Exceptionnel, les gars. Celui qui ne la reconnaissait pas était à bannir. Ah ouais, clairement. C'était fou, moi j'ai l'impression d'avoir entendu des sons plus chaleureux aux 24 heures du Mans qu'on ne peut l'entendre aujourd'hui dans un Grand Prix de Formule 1. Oui, et la question que tu te poses, surtout c'est la Valkyrie. Pour le téléspectateur, l'émotion musicale qui sort de cette Aston Martin, la question que tu te poses, c'est à quoi bon le résultat ? Oui, c'est vrai. Oui, parce que sur le côté de la voiture, il y avait quand même un marqué 12e, très longtemps. Tu te disais, ce bruit mériterait mieux quand même. Parce qu'effectivement, t'as ton émotion au bruit quand même. Mais t'as l'impression qu'en fait, ils en ont pas besoin. Que la voiture finisse première au 19e, à partir du moment où, quand tu vois cette voiture tourner et qu'elle a ce bruit justement magique, en fait, tu retiens qu'elle. En fait, tout le monde n'a parlé d'elle que d'elle tout le week-end, et pourtant, cette voiture a modestement terminé ses 24 heures du Mans. On aura peut-être l'occasion d'en parler des 24 heures du Mans dans la FAQ, bien évidemment. Mais avant cela, place à la F1, la 10e manche du championnat du monde de Formule 1, avec le Grand Prix qui se déroulait du côté du Canada. On découvre les 4 enseignements. Ils arrivent un petit peu en retard, mais vous allez voir, on s'est bien concentré. Norris, stop à la culture de l'excuse. On reviendra justement sur ce crash entre Lando Norris et Oscar Piastri. Des beaux jours sans lendemain après la victoire de George Russell, la 3e place d'Antonelli. On va se poser la question de est-ce que Mercedes peut peser justement dans cette saison. Max Verstappen sera aussi l'un des enseignements. Peuvent-ils le faire craquer, l'ami Max ? Quand je dis peuvent-ils, c'est vraiment l'ensemble du circuit F1. On a vu un petit peu de tension en conférence de presse, puis on a vu de la tension aussi sous safety car. On reviendra sur ce move avec George Russell et puis on terminera sur une note française. Ocon à l'audace façon As. Le titre est un peu facile, le titre est recyclé, mais lui va si bien en tout cas à l'arrivée de ce Grand Prix des 70 tours que composait ce Grand Prix du Canada. On se rappelle aussi les résultats, parce que c'était il y a maintenant quelques temps, ce Grand Prix du Canada, avec la victoire de George Russell, la 4e en victoire. Max Verstappen, encore une fois, qui a été clutch, qui a assuré les points intermédiaires. Le premier podium d'un Italien depuis Jarno Trulli, c'est celui, bien sûr, de Andrea Kimi Antonelli. Oscar Piastri qui prend la 4e place. 2 Ferrari aux 5e et 6e place, plutôt anonyme ce week-end. Alonso, une jolie course avec que des pneus usés, on n'en parlera pas, mais il finit 7e. Nico Hülkenberg qui prouve que Sauber va mieux. Ocon en la 19e. Et puis Carlos Sainz qui était aligné sur la stratégie justement d'Esteban Ocon et qui prend la 10e place. Les gars, on peut pas commencer cette émission sans parler du clash
tout au long de ce début de semaine, je n'ai vu que des messages nous dire j'attends la vie d'Hamza, j'attends la diatribe de Brice sur le sujet. Eh bien, let's go, c'est parti. On revient sur ce qui a été, eh bien, pour McLaren, le pire vendredi de la saison en termes de rythme notamment. Piastri avait limité la casse en qualif. Norris, lui, s'est complètement effondré, a pris la 7e position due aussi également à des erreurs. Il avait pourtant fait le bon choix au départ de cette course en chaussant les durs. Il y a eu cet accrochage et c'est là-dessus qu'on va se concentrer au 66e tour qui rappelait un petit peu l'accrochage Hamilton-Button de 2011. Norris finalement qui abandonne, qui s'excuse immédiatement dans sa radio et derrière dans la tournée mondiale qu'il a fait devant les médias, et à l'arrivée c'est 22 points d'écart. Et cette question un brin provoque, McLaren doit-elle trancher dans le vif juste avant de prendre déjà de retour juste avant de prendre votre avis et le pouls? J'ai envie qu'on revoie ce move image par image et qu'on essaie de comprendre ce qui a pu passer par la tête de Lando Norris. On rappelle que Lando Norris est passé au stand, je crois, avant Oscar Piastri lors de son arrêt. Il a à ce moment-là plus de rythme. Les deux, vous le voyez, ont le DRS. Ils sont à la poursuite de Antonelli et cette bataille va commencer en fait dans le 3e secteur, dans cette ligne droite qui va emmener ces deux pilotes vers cette chicane. Lando Norris étant passé devant à un moment donné, mais relâche puisqu'il y a Antonelli devant et parce que Piastri retarde son freinage. À ce moment-là, les deux hommes abordent la ligne droite, je vous le disais. Piastri ouvre son DRS, Norris en dispose également. Piastri va venir se placer à l'intérieur pour venir défendre. Norris va rester bien sûr dans son aspiration. Et là, patatras, c'est ce qu'on ne comprend pas. Pourquoi Lando Norris a voulu insister dans le petit côté? Sur ce plan, on voit qu'il n'a absolument pas la place. Et puis, il y va quand même. Il tape d'abord l'arrière de Oscar Piastri avant de rebondir contre la barrière de sécurité. Et à l'arrivée, le résultat est sans appel. C'est un bras de suspension avant gauche qui est complètement plié. Et donc, un abandon plutôt qu'un abonnement pour Lando Norris. Les gars, comment vous analysez ce move? Je veux dire, je ne vais pas vous poser la question, je ne vais pas vous faire l'injure de poser la question à qui est la faute sur cette action. Je sais pas, il y a eu des désaccords, je crois, sur Canal. Ouais, paraît-il. Ouais. Entre deux anciens pilotes. Et c'est un champion du monde qui a dit ça d'ailleurs, qui a dit que Piastri avait été très dur, c'est ça, dans sa défense. Il aurait dû peut-être laisser un peu plus de place. Donc il y a mouvement dans la ligne droite, quoi. Moi, je pars du principe que Oscar Piastri est dans son droit de choisir sa position de défense à partir du moment où il ne se décale pas après un décalage de son adversaire, en l'occurrence Lando Norris. Ce qui est le cas, on entend souvent en radio les complaintes de pilotes. Il a bougé sur la zone de freinage, il a bougé après que mon décalage. Là, ça n'a pas été le cas. Oscar Piastri, alors en plus, c'est une trajectoire vicieuse dans l'idée parce que sur cette petite ligne droite de départ-arrivée, tu as une légère courbe à droite avant un virage à gauche. Ce qui veut dire que tu ne vas pas forcément, juste à la sortie, au moment où tu va peut-être ou pas toucher le mur des champions, longer la ligne. C'est un truc qui se fait en qualif quand tu veux réduire la distance pour franchir la ligne d'arrivée. Mais à partir du moment où tu as cette courbe, les pilotes, la trajectoire naturelle, c'est de se décaler sur la gauche, plutôt milieu de piste, plutôt que de rester vraiment tout collé à droite. Et puis moi je pars du principe que Lando Norris est 100% coupable sur cette affaire, à partir du moment où, indépendamment que ce soit Piastri ou pas d'ailleurs, ça c'est dans un second temps que j'y viendrai sur l'aspect psychologique d'une lutte interne, mais sur le mouvement brut, c'est vrai que j'ai pas compris la position de Norris de vouloir insister, alors qu'assez rapidement, j'ai l'impression que Piastri donne l'information sur le fait que si tu veux passer, ce sera à droite et pas à gauche. Ton avis, Brice, sur tout ça? Tu es allé presque trop loin pour moi, tu vois. Dans le sens où tu décortiques un truc que j'ai pas eu besoin de décortiquer. J'ai trouvé le move absolument stupide. Mais comme Hamilton sur Button en 2011, c'est stupide. Enfin, ça passe pas. Alors, il y a une différence. Il n'y a rien à passer. Il me semble, je l'ai pas revu, il me semble dans mes souvenirs que Button se décale au moment où Hamilton est à côté de lui sur la gauche. Ça veut dire que Hamilton, au début, il a un peu de place. Il a la place pour aller et Button va se rabattre sur lui. Là, il n'y a jamais de place. Là, il n'y a jamais. C'est ça. C'est un craquage où on a l'impression que Lando Norris... à l'époque la pénalité de Button. Oui, c'est vrai, exactement. T'as raison. C'est un craquage, on a l'impression qu'il est justifié par la compréhension par Norris lui-même qu'il doit être plus agressif que ce qu'il n'est d'habitude et qu'il soit dans une espèce de suragressivité par rapport à son propre tempérament qu'il n'arrive pas
et cette suragressivité, il ne la maîtrise pas. À chaque fois qu'il a tenté quelque chose comme ça a terminé n'importe comment. Et généralement, c'est ce qui se passe en Q3. Quand il faut mettre le tour du 110%, il y a une erreur de fait. En Là, course... il y a eu 2 en qualif. Oui, À chaque tour. il y a eu, le premier tour, il a coupé, et le deuxième tour, il a fait un mauvais temps. Non, alors il fait un mauvais temps parce qu'il tape, on l'a pas vu, la Real Internationale l'a pas montré. En fait, à la fin du premier secteur, t'as le virage gauche puis droite, après t'as la première zone DRS, et en fait, là où Charles Leclerc a failli perdre sa voiture lorsqu'elle a été gênée, selon lui, par Adjar, Norris sort un tout petit peu trop large, et avec son pneu avant gauche, il va taper le mur, ce qui lui fait perdre une demi-seconde, voire plus. Donc, En fait, toi, t'accrédites, il y a SL dans le chat qui nous dit c'est une panne de cerveau, une énorme gaffe comme seul Nigel Mansell aurait pu en faire. Alors tu Ça vois, ressemble un petit peu. Hein. ce commentaire, moi je pense qu'il y a un aspect psychologique qui est plus intéressant à essayer de comprendre et analyser plutôt que le fait, parce qu'effectivement, factuellement, je vois pas que celui qui vient de me dire que Norris n'est pas coupable, j'aimerais bien entendre ses arguments. Donc sur l'aspect psychologique, par contre, il y a deux... il s'appelle Adam Norris, le mec. Hein. Et encore, j'aimerais bien lui demander. Il y a deux situations bien distinctes. Il y a d'abord l'aspect technique. L'aspect technique de ce dépassement qui est préparé juste avant la ligne droite avec cette tentative que je trouve... Pas désespéré, mais ambitieuse. Au moment où il va se jeter, il va plonger à l'intérieur pour faire l'intérieur justement sur Piastri avant la ligne droite de DRS. J'ai l'impression qu'en plus les deux ils se laissent la place, etc. À partir de cet instant-là, Norris est déjà en train de préparer ce dépassement qui doit survenir justement ici. Parce que d'ailleurs, il y a c'est en cool room. Ouais, Antonelli, cool room, ouais. il dit je savais pas où me positionner. Est-ce que je donne l'aspiration à l'un à droite ou à l'un à gauche? Finalement, j'essaie de rester au milieu, etc. Et Norris, on le voit sur l'une des premières photos que tu as montrées, il est devant Piastri. Oui. Tu vois, on voit même sur le synthé Norris qui est 4 et Norris et Piastri 5, parce que Norris est factuellement il est devant. Sauf que comme le virage, la chicane commence par un virage à l'intérieur, Piastri peut se permettre de freiner plus tard. Mais là où je trouve Norris intelligent lorsqu'il a voulu tenter, c'est que en forçant Piastri, parce que moi j'ai même pas la conviction que Norris avait l'ambition de le dépasser ici, j'ai l'impression qu'il voulait surtout préparer une mauvaise sortie de Piastri pour avoir une meilleure vitesse, une meilleure traction, une meilleure vitesse justement sur cette ligne droite. Ce qui n'est pas arrivé. Hein. Sur la ressortie même... Pas tout de suite sur la ressortie, mais si tu arrives... Rapport 3, rapport 4, si oui, tu mais arrives- il y a le DRS ouvert. Ouais, mais si tu arrives au virage 1, je pense que Norris, les deux côte à côte, et pas ce qui s'est passé, Norris est devant. Oui, À mais mes yeux, Norris avec est le DRS ouvert. Enfin, quand tu le vois ressortir, la ressortie de virage, devant. Ouais, elle est moins impressionnante que ce que je pensais. Piastri ressort presque mieux que Norris. Effectivement. Donc, Mais- dans la construction même du dépassement, rien à dire sur ce qu'a voulu tenter Norris. Et puis ensuite, il y a un aspect psychologique que j'ai envie de prendre en compte sur le fait que c'est Oscar Piastri. Et que, encore une fois, moi je valorise en tant que téléspectateur le fait que McLaren ne choisisse pas, qu'on les laisse se battre librement. Mais est-ce que dans la tête des pilotes aujourd'hui, le fait d'avoir une égalité parfaite dans le traitement entre Oscar Piastri et Lando Norris dans la course au titre, ça ne force pas les pilotes à vouloir prouver à chaque instant le fait que vous McLaren, vous devez miser sur moi et qu'à un moment, je veux que naturellement la différence se fasse et que je sois le numéro 1. Et on en revient à toutes ces erreurs qui ont été faites. On parlait tout à l'heure des qualifications, le fait de surpiloter. Il y a des circuits où, en qualification, quand tu es à 100% de ta monoplace et du circuit, ça passe, il n'y a pas de problème. Quand tu es à 101% sur plusieurs circuits, ça passe, c'est pas grave. Là, à Montréal, pour Norris, c'est pas passé. Donc les consignes aussi, je me permets parce que tu parlais des qualifs, les radios, on lui explique ce qu'il doit faire. C'était assez étonnant quand même pour un pilote qui joue le titre. Tu sais, ces fameuses radios, on lui dit au virage 7, faut que tu fasses ça. À tel virage, faut que tu fasses ça. Ça atteste, je trouve, la preuve. En tout cas, c'est infantilisant, mais ça atteste aussi la thèse. Ça atteste la thèse que justement, il avait l'air pas très très bien à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est une question de bien ou pas bien, parce que sur l'ensemble de la course, encore une fois, à partir du moment où tu ruines un peu ta qualif, tu pars un peu derrière, et du coup, ça te force à réaliser aussi des exploits. En piste, si la monoplace n'est pas aussi dominante, et ça n'a pas été le cas par rapport à Mercedes et par rapport à Verstappen. Maintenant, encore une fois, sur cet aspect psychologique, moi, je me demande si justement cette volonté de McLaren de les laisser se battre, ça n'amène pas les pilotes à vouloir prouver, vouloir montrer Norris. Moi, pourquoi est-ce qu'il va tenter ça? Je n'ai pas d'explication concrète. La seule idée que j'ai pu avoir sur ces après 3 jours de réflexion, c'est un rapport de force, c'est une bataille d'ego. Je vais te montrer
à mon petit, entre guillemets, Oscar Piastri, mon coéquipier, que c'est moi le patron, j'ai décidé que à ce moment-là, je vais te passer ici, je vais passer ici. Moi, c'est la seule explication rationnelle que j'ai trouvée sur en fait, à partir du moment où tu as la voiture dominante dès le début de saison, tu peux pas faire autrement. Enfin, je veux dire, ils vont pas choisir au bout de 3 courses un leader. Donc, en fait, c'est l'effet néfaste de la stratégie, mais on peut pas en vouloir à McLaren de faire ça. J'en veux pas McLaren. Par contre, à l'époque, chez Mercedes, quand il y avait ça, on savait calmer les pilotes par l'intermédiaire d'un certain Niki Lauda. On savait calmer les pilotes. Quand il se passe ce qui se passe à Barcelone, ils montent tous les deux dans le bureau avec Niki Lauda et Toto Wolff, et je peux te garantir que la manière dont ils ressortent les deux, on comprend très vite quand même qu'ils se sont fait défoncer l'un et l'autre, tout triple champion du monde que Lewis Hamilton était à ce moment-là. Encore une fois, la comparaison, je rappelle que Mercedes était la seule écurie à ce moment-là, tellement il dominait. Oui. Donc il pouvait presque se permettre exactement, comparé à la fin de McLaren. la saison, tu savais que le champion du monde pilote allait être un pilote Mercedes et que le champion du monde constructeur allait être Mercedes, ce qui n'est pas le cas cette Les saison. conséquences, c'était que pour les pilotes. Je reviens sur ce que tu disais par rapport au dépassement. Je trouve pas qu'il soit particulièrement bien préparé parce que la manière dont il le passe à l'épingle du fond, qui tente de le passer, ça m'a rappelé Jeddah. On ignore l'aspect DRS. Je tente de passer là. Alors, il l'a eu finalement, parce qu'il y avait Antonelli devant. Mais j'ignore cet aspect. Je vais sur la ligne DRS. Et potentiellement, en fait, si Piastri n'est pas là à ce moment-là, Norris, il n'a pas le DRS. Et il se fait attaquer par Piastri. Donc, déjà, la première chose, j'ai trouvé que c'était un peu... Bon, peut-être qu'il a calculé le fait qu'Antonelli était là. La ligne de détection, elle est après le virage. Ah oui. Je pensais qu'elle était avant, il me semblait. En tout cas, fut un temps, elle était avant. Elle était avant même, elle était à la sortie du. Là où Albon. Attends, parce que tu me mets le doute. Non, la détection, elle est après, justement. Elle est après. Pour moi, elle est dans la sortie Elle est sortie du gauche. Elle est juste après ces grandes épingles. Une fois que t'as réaccéléré. En tout cas, c'est peut-être le cas, mais ça veut dire. Enfin, si c'est le cas, c'est que ça a changé. Avant, c'était avant l'épingle. Vous me dites dans le chat si on dit C'était les bêtises. Je vous avoir avec nous. Mais je crois qu'elle a bougé. Okay. Parce qu'au final, c'est très simple de freiner très très tard, rater ton freinage et derrière d'avoir le DRS. Enfin, non, mais c'était bien avant en fait. Justement, pour s'éviter ça, c'était bien avant. C'était vraiment à la sortie du virage précédent. Et derrière, quand je vois le point de frein, déjà, je comprends pas. Je comprends pas que sur la même voiture, avec 2 concurrents au titre, il y a un mec qui freine 20 mètres plus tard comme ça. Après la ligne droite, tu veux dire ? Ouais. Quand Piastri défend et. Quand Piastri défend sur Norris. Norris, moi, la question devant, que je me pose, il est sur la bonne trage. On nous dit qu'apparemment c'est avant l'épingle. Pardon, excusez-moi les gars. Dans le chat, on nous dit que c'est avant. Moi, je pensais que j'étais persuadé. Donc effectivement, il peut plonger. Ok, d'accord. Mais moi, la question que je me pose justement dans la préparation de cette attaque, je me pose la question, est-ce que Piastri a freiné beaucoup plus tard ou est-ce que Norris n'a pas freiné tard ? Je vais pas dire a freiné plus tôt, mais n'a pas freiné tard. Par rapport à Antonelli ? Peut-être, je sais pas. Mais il est au milieu, Antonelli. Non, au moment où il y a le freinage, Antonelli il est déjà inséré dans la chicane. Il est parti. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il. Alors, du coup. Moi, j'ai l'impression qu'il relâche justement parce qu'il y a Antonelli et qu'il veut retarder au maximum. Piastri retarde au maximum, mais bon, écoutez, vous les explications je trouve de Lando Norris Oui. Mais je trouve qu'on trouve des excuses à pas grand-chose, en fait. Enfin, moi, sur ces 5 virages, j'ai l'impression qu'il lui a donné une leçon, en fait. Pour moi, ce sont pas des excuses, mais c'est une tentative de compréhension pour prévenir d'une éventuelle redite de Norris sur les prochains Grands Prix. Parce qu'encore une fois, si on ne va pas chercher l'analyse, pas l'excuse, mais l'analyse, essayer de comprendre, l'enseignement il dure 30 secondes, Norris s'est planté, et d'ailleurs, Dieu merci que Piastri n'a rien. Oui. Parce que si tu te sors, si tu te retrouves avec 0-0, et Verstappen, exactement, là c'est beaucoup. Et là, Russell aussi par la même occasion. Et là, je repense à Lando Norris, je sais plus si c'était avant le Canada, non, je crois que c'était bien avant, où il avait dit on sait qu'à un moment, il y aura des frictions en piste. C'est vendredi, hein. Mais il l'a dit vendredi. Ça, je vais en parler de ça. Ouais, Mediaday. Il le dit et il faut que McLaren soit préparé, il faut qu'on soit tous préparés à justement gérer l'après. Alors, dans la gestion de l'après, j'ai trouvé très classe la radio de Lando Norris. Souvent, dans ces situations-là, moi, j'ai des pilotes qui, même lorsqu'ils sont fautifs, vont dire à froid. Tu vois, lui, tout de suite, il le sait. Il sait qu'il a déconné et il le dit. Et encore une fois, ça, moi, je tiens quand même à le valoriser. C'est important. Et c'est très important, effectivement, dans la gestion aussi de cette... Maintenant, il y a se préparer à l'après, mais moi, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé par la tête de Norris. Parce que là, on n'est pas sur une situation où tu as 2 pilotes qui défendent fermement, etc. Là, on est sur une incompréhension d'un pilote qui tente un dépassement inadapté. Tu voulais prendre la tech justement sur le propos de Norris en Mediaday juste avant le Grand Prix. Et après, on reviendra sur les explications, bien évidemment. Tais-toi, en fait.
Mais tais-toi, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Arrête d'être trop honnête. Enfin, en fait, que tu sois honnête en famille, avec tes amis, je veux bien, mais c'est le Media Day, en fait. Je sais, on est les premiers à reprocher aux gens de faire de la langue de bois. Oui, bah, bien sûr. Mais protège-toi, en fait. Tu sais que tu as quand même beaucoup de caméras braquées sur toi. Que ça fait depuis le début de la saison que tu dis je suis pas en confiance avec cette voiture. Et là, tu viens annoncer à ton coéquipier que tu sais qu'à un moment donné, il y aura accrochage. En même temps, ce qu'il a dit, on le pensait tous. On savait tous que ça allait arriver. Mais pourquoi tu le dis? Pourquoi tu mets cette graine dans ta tête? Pourquoi au moment où tu arrives sur Piastri, du coup, tu as cette graine qui est déjà là parce que tu l'as dit? Pourquoi tu n'évacues pas ça en parlant à quelqu'un, en essayant de te construire un mental où t'es en acier pendant 1h30? Ne dis pas ça! Enfin, je sais pas, je suis pas en train de faire du scepticisme, d'ésotérisme, mais n'attire pas de ces choses-là, en fait. Ça avait été dit aussi par les dirigeants de McLaren, hein, qui avaient dit, nous, on sait que de toute façon, avec cette politique-là, on sait qu'à un moment donné, forcément, ça va se tendre avec la voiture dont on dispose, ça va se tendre pour le championnat, il va falloir gérer ce genre de problème. Mais pas pour une P3, une P4. Moi, je trouve que une P5. le fait de le dire avant, parce que c'est pas Norris qui le dit en premier, ça a déjà été dit par Andrea Sella, plus que ça, je crois. Le fait de le dire avant, ça permet aussi pas de désamorcer, mais le jour où ça arrive, il n'y aura pas tout le drama qu'on a pu avoir autour d'Hamilton-Rosberg, par exemple. Tu vois, on se sera tous aussi, et les médias les premiers, préparés. Donc à ce moment-là, les questions peut-être seront ciblées, anglais différemment, les débats aussi, et il n'y aura plus besoin de faire de drama. Encore une fois, ça peut arriver dans 2 semaines, ça peut arriver aussi dans 6 mois, on n'en sait rien. Peut-être que ça n'arrivera pas d'ailleurs. Exactement. Les explications de Lando Norris, les amis, on vous lit sur le chat, hein, bien évidemment, et on poursuit cette discussion. Lando Norris dit à Sky Sports à l'arrivée de cette course, notre règle numéro 1 est de ne pas entrer en contact avec son coéquipier, et c'est ce que j'ai fait. Alors, quand je les ai laissés tomber, j'ai lu la phrase 2 fois. Quand je les ai laissés tomber comme ça, et que je me ridiculise dans un moment comme aujourd'hui, oui, j'ai beaucoup de regrets. Je ne m'attendais pas à dépasser Oscar par l'extérieur dans le premier virage. Je pensais qu'il commençait à dévier un peu vers la droite. Alors j'ai pensé avoir une petite opportunité de partir à gauche, mais c'était beaucoup trop risqué, surtout pour mon coéquipier. Je suis donc content qu'il ne lui soit rien arrivé. J'ai payé le prix de mon retour. Derrière, sur Sky Sports, pareil, fallait être branché sur Sky Sports, hein, dimanche soir. Nico Rosberg, ça fait 2 courses. jamais avare en compliment ni en critique. Il dit c'est très étrange l'erreur que Lando a commise, très étrange, et ce n'est qu'une erreur de plus parmi tant d'autres. Et c'est une grosse erreur. Il est vraiment engagé. Il ne ralentit pas. Il reste à fond. Ce qui est aussi un peu étrange. Un engagement total. Il n'y a pas d'écart. C'est un peu gênant. On dirait qu'il y a une rafale de vent presque. Les gars, franchement, moi, j'entends les excuses et t'as raison de le dire. C'est très classe de la part de Lando Norris. Et d'ailleurs, ça scie parfaitement, je trouve, à cette nouvelle génération qui fait preuve de lucidité lorsqu'ils ont fait des bêtises. Par le passé, c'était suffisamment rare pour qu'on puisse s'en féliciter. Maintenant, c'est pour ça que j'avais eu l'idée de ce titre, la culture de l'excuse. Moi, j'en ai aussi un petit peu marre de ceux qui font des erreurs, se présentent leurs excuses, et derrière, on ne voit pas grand-chose. C'est-à-dire que Lando Norris cumule erreur après erreur, semaine après semaine. Systématiquement, c'est toujours pareil. Je m'excuse, mais la semaine d'après, le Grand Prix qui suit, c'est toujours des erreurs. C'est un peu ce que dit en fait Nico Rosberg. C'est complètement étrange là ce qui vient de se passer sur ce move. En fait, c'est ma faute, et que, faute avouée à moitié pardonnée. Oui, il reste 0,5 ça suffit pas en fait. Ça il reste 0,5 de faute. Et du coup, en fait, ça se cumule quoi. Donc, je comprends. Oui, c'est super classe. Oui, mais j'en attends pas moins de lui, en fait. Maintenant... tu peux avoir Verstappen qui rentre dans ses concurrents et dit... Mais on n'est pas obligé d'être extrême des deux côtés. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'être souple comme Norris l'est. Du coup, faire des conneries pareilles et derrière être complètement beau joueur, et de l'autre côté, d'être un chien en toutes circonstances qui s'en fout de tout et qui fait des choses complètement antisportives. Il y a un entre-deux quand même. Alors, j'ai pas envie de prendre Leclerc comme un exemple parce que Leclerc aussi, c'est beaucoup d'excuses. Non, mais il s'excuse tout le temps, mais il peut être très agressif en piste, beaucoup plus, je trouve. Parfois que Lando, c'est quand même un peu plus souvent. Mais c'est pas un bon exemple parfait, je trouve. Dans le constat que je voulais dresser, les gars, c'est plus de dire, t'as entièrement raison, Hamza, de dire, il est très classe d'avouer sa faute.
Et tout de suite, à la radio. Il attend pas de passer devant les médias. Sachant que le faire à la radio tout de suite, c'est aussi l'envoyer au monde. Parce que les gens qui Complètement. regardent la course, ce ne sont pas. Il y a peut-être 10% des gens qui T'as vont raison. suivre les émissions d'après, les réactions, T'as etc. raison. Et T'as t'as raison. des Après, articles ce- qui partent direct. Oui, oui, aussi, non, mais donc, complètement. Oui, mais peut-être que les gens ne sont pas intéressés. Et Ils après, regardent le la mec course, est à c'est chaud. terminé. Et le mec est à chaud, c'est d'autant plus, c'est d'autant plus notable, en tout cas, entre guillemets, de sa part. Mais quand je parle de culture de l'excuse, tu sais, c'est comme ce gamin à l'école qui fait que des bêtises et qui, systématiquement, si tu veux, va s'excuser, mais va continuer, entre guillemets, derrière ses bêtises. C'est-à-dire Apprends que, de tes erreurs. est-ce que, et je suis désolé de poser cette question-là, et j'ai l'impression de parfois l'avoir défendu et que je vais prêcher la vie de convaincu, c'est est-ce que, justement, cette culture de l'excuse ne montre pas, là, pour le coup, une certaine fragilité de la part de Lando Norris? Quand tu es systématiquement dans l'excuse. Bah oui. Mais quand tu le retiens- non, mais ce qu'il y a de Leclerc est fou- fragile. Moi, je pense que Parce que parfois, Leclerc, oui. dès qu'il Je commet pense- une je erreur, pense il que le dit. parfois- Je pense que parfois, oui. Mais il a quand même davantage ce côté où, quand il faut être agressif, il l'est, et des fois, ça passe pas. Et là, il Ça, c'est le s'excuse. style de pilotage. Pour moi, c'est les deux Ah ne bah, sont pas je suis incompatibles. désolé, mais pour aller battre Verstappen et Piastri, il va falloir être un peu plus agressif et le maîtriser quand même. Oui, mais en fait, ça change rien. Le fait que Norris présente ses excuses ou pas, tous les jours, après une erreur ou pas, ça ne change rien au fait que le style de ce pilotage-là fait, et il le dit, je ne suis pas un pilote qui franchira la ligne rouge, etc. Donc je vois pas le rapport. Non, mais alors, le je vais Leclerc montrer face à le Verstappen rapport. en Autriche, il avait dit, puisque c'est comme ça, Mhm. je vais Mais changer. quel est le rapport avec présenter ses excuses? C'est ça que je ne comprends Alors, pas. regarde, Mais c'est regarde, parce qu'en peut-être- piste, il a Peut-être les effets un sur ses comportement concurrents. différent. Peut-être les effets sur ses concurrents. Toujours sur Sky Sports. Oscar Piastri, après la course, qui dit les excuses de Lando en disent long et c'est quelqu'un de très bien. Je pense que c'est dans son caractère, dans sa personnalité, de dire exactement ce qu'il pense. Et si cela lui nuit, si cela le concerne, alors cela n'a pas d'importance pour lui. Je pense que c'est une grande qualité. C'est bénéfique pour toute l'équipe pour la suite, car nous pouvons avoir ces conversations et courir comme ça. Et même si les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, ça nous permet en tout cas de nous en sortir. Donc il salue la classe de Lando Norris. Est-ce que chez ses compétiteurs de génie, ses compétiteurs acharnés, ça peut pas passer comme une faiblesse vis-à-vis de Ah bah c'est Oscar une faiblesse. Piastri et Max Verstappen? Verstappen ne défend pas pareil face à Norris que face à Piastri. Il l'attaque même pas pareil. C'est-à-dire qu'ils Oui. ils savent qu'il y en a un qui va lâcher. Parce que quand il lâche pas, Canada. Mhm. Ça, c'est pas souvent quand même qu'on a eu un dépassement au forceps, je parle. Parce qu'il y en a eu des grosses victoires, il y en a eu des belles remontées. Mais en fait, si c'est pour mettre un frein après un DRS et avoir 25 km/h d'écart, c'est quand même pas comme ça que tu gagnes un championnat du monde. Surtout face à des mecs comme Verstappen. Moi, pour moi, Piastri reste bien évidemment en dessous, dans le sens où il est encore tendre sur certains trucs et il est encore en apprentissage, même si pour moi il devrait arriver à façonnage cette année. Mais la manière dont Norris est perçu, bien évidemment que ça joue. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils ont un avantage considérable vis-à-vis de comment Lando Norris se sent par rapport à cette monoplace où il dit qu'il n'est pas en confiance depuis le début de saison, par rapport à son propre mental où il dit qu'il manque de certaines choses, etc., etc. Quand tu te bats face à ce genre de personnes et que t'es dans ton casque et que tu sais que le gars en face de toi, il est pas sûr à 100% de tout. Rappelez-vous, je fais un parallèle, mais qui est parlant. Rappelez-vous de Alonso face à Schumacher à Suzuka. Pourquoi vous avez freiné si tard? Comment vous saviez qu'il allait pas freiner aussi tard? Lui, il a des enfants. Bon, Et ça, cette phrase, c'est pour Ressent Suzuka, mais c'est pour l'après aussi. Oui, Toutes les complètement. courses qui vont mais suivre. oui, c'est-à-dire que concrètement, à ce moment-là, Piastri et Verstappen savent qu'ils ont en face de lui. Et à partir de là, ils savent se comporter face à lui. Et pour le moment, et l'un et l'autre ont plutôt gain de cause dans les moments où ils ont eu besoin d'avoir gain de cause. Une petite dernière réaction, c'est Andrea Stella, et on en finit pour faire de la pub à Sky Sports, qui disait justement à leur micro: nous avons apprécié que Lando ait immédiatement pris la responsabilité de l'accident et s'est immédiatement excusé auprès de l'équipe. Il est venu s'excuser auprès de moi en tant que directeur de l'équipe afin de présenter ses excuses à toute l'équipe. Sur ce point, je tiens à être parfaitement clair. Je soutiens pleinement Lando, nous aurons des discussions et elles pourraient même être difficiles, mais il ne fait aucun doute que nous soutenons Lando et que nous préserverons la parité et l'égalité entre nos deux pilotes. La situation aurait été différente si Lando n'avait pas assumé ses responsabilités et présenté ses excuses. Un Loda, il aurait réagi comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'important, entre Je me guillemets. permets juste. Oui, vas-y. Pardon, Manu. Est-ce que la gestion, le management de Niki Lauda fonctionnerait avec un Lando Norris? J'en suis pas non plus très sûr. Non, c'est sûr que non. Mais c'est un mec qu'ils auraient sorti avant, peut-être.
Et c'est peut-être ça, en fait, ce qui nous expliquait entre les lignes. D'ailleurs, j'en reviens à ce point comptable à l'arrivée de ce Grand Prix, les gars. 22 points, c'est ça d'écart entre Oscar Piastri et Lando Norris. C'est pas sur ce plateau qu'on va expliquer que le championnat est cuit. Mais là, il y a, on n'est pas très loin d'un premier break, en tout cas, dans cette saison 2025. Il y a un break, oui. Il y a un break, 22 points, c'est un break, c'est une victoire, enfin, quasiment. À 25, on aura un vrai break. Le mec est tatillon. Mais attends, c'est quoi les résultats de Piastri, en fait? Les pires résultats de Piastri, à part l'Australie? C'est une P4. Quand t'as 22 points d'avance, c'est un break. C'est pas ce qui peut arriver. Moi, là, on va en parler dans quelques minutes de Mercedes. Oui. La performance de Mercedes dans des conditions différentes de là où elle performe habituellement. Tu peux te dire que si Mercedes parvient à entrer dans la course sur 2/3 des courses restantes, ça peut aussi rebattre des cartes. Enfin, je sais pas. Max, c'est à combien? 19 points? Ouais, de Norris, ouais, 19. Quand t'as 10 courses où ta voiture, 9 fois sur 10, a été devant en perf pure tout le long, et t'as 19 points d'avance sur Max Verstappen, mais méfiez-vous de la première Evo qui marche, hein. Oui, enfin ça, oui, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, quoi. Depuis Miami 2024. Oui, mais voilà. C'est ça. Mais c'est-à-dire que si tu cumules les Grands Prix de cette saison et ceux de l'année dernière, depuis Miami, Verstappen est toujours devant. Tu te rends compte quand même? Enfin, devant Norris, je parle, non pas devant Oui, passé. oui, bien sûr. Mais c'est quand même fou dingue. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que McLaren aujourd'hui est trop tendre dans son management. Parce que les deux écuries qui ont gagné un titre depuis 15 ans, elles s'appellent Red Bull et elles s'appellent Mercedes. Et que les deux, à ce moment-là, ont eu des hommes à poigne très forte pour trancher dans le vif, oui. Qui se sont appelés, niveau choix pilote, qui se sont appelés Loda et qui se sont appelés Marco. Mais là, c'est quoi en fait? Vous appelez à ce que McLaren vire Norris? Non. J'appelle à ce que l'écurie soit au-dessus des pilotes et qu'à un moment donné, l'écurie prenne ses responsabilités pour dire à Lando, et à un moment donné, en fait, faut arrêter. Ah, c'est peut-être, T'as regarde, pas une voiture pour faire 7ème en Q3. dans les propos d'Andrea Stella, c'est ce qu'il dit. Il dit c'est bien qu'on ait ce genre de discussion, et d'ailleurs ça va nous permettre d'avoir des discussions qui risquent d'être un petit peu difficiles. Peut-être, on sait pas, le changement de braquet du côté de McLaren. En tout cas, la lutte est permise entre les deux pilotes, c'est ce qu'on a compris à travers l'enseignement et surtout les propos d'Andrea Stella. Les gars, on fonce tout de suite sur Mercedes parce qu'on a pris pas mal de temps. Chose logique sur ce premier clash. Il y en aura peut-être d'autres dans cette saison. Mercedes, est-ce qu'on a assisté à un jour sans lendemain, les amis? La W16 était clairement la voiture à battre ce week-end. Russell en a profité. Pole position, première trick en carrière, 4e victoire en F1, premier podium d'Andrea Kimi Antonelli, premier italien sur un podium depuis Jarno Trulli depuis 16 ans. C'est pas Fisichella? Je crois que c'est la Belgique 2011. Ah, 2011, c'est pas 16 ans, alors c'est 14 ans. Je pensais que c'était 2009 Fisichella à Spa avec la Force je vais India, vérifier ma petite stat, t'as raison. La vraie question à se poser autour de ce triomphe, est-ce que c'est une victoire circonstancielle ou un vrai pas en avant? On a vu la maîtrise de George Russell. Est-ce qu'on va avancer du côté de Mercedes aussi vers cette prolongation? C'est quand même une news un peu en filigrane de cette arrivée. Et puis le constat qui saute aux yeux, même si on est encore loin de la fin de cette saison, Mercedes reprend la 2e place au constructeur. George Russell est quand même impressionnant depuis le début de saison. Hein. Il est impressionnant en régularité. Pour moi, il fait la saison qu'a fait Charles Leclerc l'année dernière. Peu ou prou. Pas la voiture pour se battre, mais là tout le temps. Et du coup, quand la voiture est à peu plus là, il a fait ce qu'il fallait. Je trouve que défendre face à Verstappen comme il l'a fait, même si Verstappen semblait pas avoir la monoplace pour aller le chercher, stratégiquement, ça a été bien exécuté. Oui, qu'est-ce que tu veux me dire? Trulli Japon. Trulli Japon 2009. 2009 Ah, c'était juste après, donc. Ça, 2 Grands Prix après. On parlait tout à l'heure des déclarations, notamment celle de Alonso, Schumacher, Suzuka. Là, ce qu'il a fait, j'ai pris la qualification. Exceptionnel. Mais oui, mais voilà. Alors nous, là, franchement, moi, ça m'a fait sourire, ça m'a même fait marrer. Je pense que vous aussi. Mais c'est aussi un message que tu envoies. Mais oui. Quand t'es Max Verstappen, aussi agressif que tu sois, aussi exceptionnel que tu sois, tu vas pas prendre le risque de faire le fou à un pilote. Et d'ailleurs, je suis persuadé que la volonté de Russell, c'est que Max prenne une course de suspension quand il est derrière la safety car. Clairement, on va en parler tout à l'heure, mais clairement. Le cadeau, tu sais. Exactement. Ouais, tenez, il m'a dépassé. La banane. Il m'a dépassé. Bon, mais c'est exactement ça, en fait. Justement, cet aspect bataille dans la communication et le message que tu envoies qui doit résonner dans la tête de ton adversaire. Surtout que je pense que Russell, il en a rien à faire de partir à l'accrochage à ce moment-là, justement. Parce qu'il sait que... Il a tous ses points, comme il l'a dit. Oui, et puis il est pas en lutte pour le championnat, quelque part. Bien sûr. Donc, au final, il a quoi à plus gagner?
à finir 3 points devant Max Verstappen ou à partir, entre guillemets, à pousser Max à la faute pour lui en mettre 12 ou 15 le Grand Prix d'après. Tu sais pas, tu vois. Donc, et puis, rien qu'avoir ce capital point au moment du départ, balancer cette phrase-là, oui, ça impose un rapport de force à Max Verstappen qui impose un rapport de force à tout le monde. Et ça, on a besoin de le voir. Un Russell taille patron, les gars, mais la grande question, elle se pose autour de Mercedes, parce que ça y est, Mercedes a réussi à performer par un temps chaud, il faut quand même le dire, alors à circonstancier bien sûr, parce qu'il y avait aussi du vent, mais regardez cet écart d'explication, notamment chez Mercedes tout au long du week-end. Sur la grille, toujours sur Sky Sport, je suis désolé, on n'est pas là pour leur faire de la pub, mais c'était des clats les plus intéressants en tout combien, cas, Manu en sortant, non, j'ai rien à voir avec eux, il y a déjà Nico Rosberg, niveau cheveux en arrière, il y a déjà Nico Rosberg qui prend de l'oseille là-bas, je peux malheureusement pas prétendre. Ah bah lui aussi c'est le vent. George Russell 2 qui fois. dit chaque fois que nous allons sur un circuit où les pneus ne surchauffent pas comme ici, comme à Vegas l'année dernière, nous nous en sortons très bien. McLaren était en retrait vendredi, cela dépend donc de la course. Il suffit qu'il y ait des nuages pour que nous ayons 2 dixièmes d'avance sur McLaren. Si le soleil apparaît, cela peut nous poser problème. Notre voiture n'aime pas la chaleur. George Russell, cette fois-ci en conférence de presse après le Grand Prix, donc après sa victoire, il dit « Honnêtement, j'ai été surpris du rythme de la W16, il n'y a pas eu beaucoup de surchauffe des pneus, même s'il faisait chaud, l'asphalte était très lisse au Canada, il y a des virages assez lents, donc les pneus ne sont pas trop sollicités. Je pense que nous attendions à une surchauffe un peu plus importante compte tenu de la température de la piste, mais nous ne nous faisions aucune illusion. Cela a vraiment profité aux atouts de notre voiture comme l'an dernier, mais sur la plupart des circuits, nous savons que c'est un peu difficile. » Et la dernière réaction, moi que je la trouve un brin triomphaliste, c'est celle de Toto Wolff qui dit « Nous avons fait un pas en avant en positif ce week-end. La température de piste avoisinait les 50 degrés, mais nous avons réussi à bien ménager nos pneus et à combiner cela avec un bon rythme. Nous savons qu'il nous reste encore beaucoup à faire pour maintenir un niveau de performance constant à chaque course. C'est sûr que cela que nous nous concentrons et nous attendons avec impatience les prochaines courses pour poursuivre sur cette lancée. » On l'a fait, j'ai l'impression, depuis 2022. On le fait 2 fois par an, ce mini-débat. Est-ce que Mercedes est de retour? Non, mais c'est vraiment ça. Brésil 2022, la prochaine Silverstone 2024, en fait, Belgique la 2024. prochaine fois qu'on fera ce débat, la vignette, ça va être est-ce que tout courir, il y a 3 petits points. Exactement. Est-ce que vous sentez, je vous demande pas est-ce que Mercedes est de retour, est-ce que là, vous avez des motifs d'optimisme? Christophe Jallet a-t-il fait exprès de mettre son but contre la Biélorussie? C'est la question du jour. C'est toujours la même chose. Non, mais c'est rassurant. C'est rassurant de voir effectivement que sur un circuit, il fait un peu plus chaud, parce que c'est vrai que d'habitude, conditions fraîches égale grosse performance de Mercedes. Maintenant, c'est vrai que le Canada, ça reste un circuit particulier. Prochain Grand Prix, Autriche, virage rapide. Ça va beaucoup plus solliciter les pneus. Donc, je pense qu'on aura la réponse la semaine prochaine, ou dans 10 jours. Ouais, dans 10 jours, c'est ça. Puis Russell a eu le clean air. C'est pas si souvent. Donc, il a pu résister face à un Max Verstappen qui n'a pas forcément une voiture génialissime, et avec le clean air, bon bah voilà, ça le fait. Là où pour moi c'est plus impressionnant, c'est Antonelli. Alors qu'Antonelli a réussi à passer Piastri au départ, très sincèrement, je pense que c'est une des clés de la course pour Russell, parce que si Piastri est derrière Verstappen, c'est peut-être pas la même limonade, parce que Piastri, je pense que tout de suite s'est mis dans une optique de gestion de pneus. Il a laissé un écart et il s'est mis dans une optique où là, attention, je vais gérer par rapport à Lando. C'est peut-être pas pareil s'il y a la gagne en jeu à ce moment-là. Et la manière dont Anthony a géré, oui, te fait dire, après 3 courses de kata, que peut-être il y a quelque chose de mieux. Mais qu'est-ce qu'ils ont amené comme évolution Mercedes ce week-end? Rien. Bah, c'est circonstanciel alors. Ou ça peut être de l'optimisation, de la compréhension, tu vois. Ouais, enfin le Canada, c'est quand même... L'année dernière, ils étaient très bien. C'est pas Barcelone. Bah oui, je sais. Ils ont fait pole à 0-0-0. Non, mais je pense que c'est circonstanciel parce qu'il n'y a pas de package d'évolution à amener et ils étaient nulle part il y a quoi, une semaine, 2 semaines. Les 3 derniers Grands Prix étaient compliqués. Voilà. Pour Mercedes, donc je pense que c'est circonstanciel au Canada parce que le Canada est assez particulier quand même. C'est pas Barcelone. L'Autriche, c'est un poil plus révélateur quand même de la forme de la saison. Et là-bas, je crains effectivement, comme l'a dit Hamza, que McLaren revienne en force. La preuve, c'est que McLaren a dominé sur 9 Grands Prix sur 10 et que là, dès vendredi, ils étaient nulle part. Ils ont réussi à sauver un peu les meubles à partir de samedi. Ils ont amené un package qui peut-être est le premier qui fonctionne pas depuis 2 ans. Mais de toute façon, il va falloir attendre une confirmation. Mais Russell, en tout cas, confirme que avec le matos qu'il a, cette année, avec le matos qu'il a, il optimise à mort.
Quand tu vois que Lewis Hamilton n'a pas encore de podium et que George Russell, sur la Mercedes que Lewis Hamilton a quitté, en est à son combienième de podium 4, 5, 6 Il enchaîne quand même pas mal. Hein. Et encore, il y a Verstappen, Piastri et Norris. C'est-à-dire que même s'il prend 3 ou 4 podiums, c'est déjà énorme, je trouve. La question... 5e podium. 5e podium. La question de la prolongation, Hamza, elle se pose pas aujourd'hui pour toi, si tu te places d'un point de vue Mercedes vis-à-vis de George Russell, qui, on rappelle, est en fin de contrat à la fin de cette saison. Ah, mais pour moi, elle ne se posait pas déjà avant. D'accord. Dans le sens où, même si un Verstappen, après, bon, là, on sort un peu du débat, mais même si Max Verstappen était disponible, pour moi, ça arrivait dans l'optique d'un Antonelli pas prêt, d'un Antonelli que tu essayes de prêter ailleurs pour lui laisser le temps d'apprendre. Et mettre Verstappen, Antonelli, pour moi, ça n'a pas de sens parce que tu vas cramer ta pépite. Donc, pareil qu'une voiture pas faite pour lui, tu sais pas. Hein. Oui, après. Regarde Hamilton ouais, arrivé chez Ferrari, il arrive plus à comprendre la voiture. Tu sais, changement de voiture, ça peut te ruiner une carrière. Je l'ai beaucoup entendu aussi se plaindre de la Mercedes ces dernières années. Non, mais ça peut te ruiner une carrière de changer de voiture aussi. Hein. Enfin, donc, on l'a déjà vu. Non, moi, ce serait une juste récompense aussi des performances qu'il réalise. Petite anecdote, anecdote statistique, mais ça veut peut-être aussi dire quelque chose. C'est le premier hat-trick de la carrière de George Russell. De George Russell, tout à fait. Ce qui est... Ça en dit long. Ouais, ça en dit Sur long. l'évolution du pilote. Je rappelle, c'est Paul, meilleur tour. Tu sais la manière dont Toto Wolff a réagi à l'accrochage entre Russell et Verstappen à Barcelone. Je pense que Russell, il l'a un peu eu mauvaise parce que je trouve que Toto Wolff est très très ménageant avec Max Verstappen dans cette dernière déclaration et que là, à mon avis, Russell aussi, c'est un peu la saison où maintenant qu'Hamilton est parti, il faut qu'il montre énormément à Toto Wolff et je pense qu'il assume très bien ce rôle. Exactement. J'entendais Jean-Luc Roy il n'y a pas longtemps qui disait n'oubliez jamais les gars qu'à Bahreïn, à Sakir, c'est la théorie de Jean-Luc, que puisque le roi Hamilton n'était pas là, Mercedes avait tout fait pour que Russell ne gagne pas. Je ne sais pas si ça a avéré en tout cas, mais ça prouve aussi... À l'époque, le oui, Covid, tout à courant fait, de pneus tout à et fait. tout, là. Ouais, exactement. Donc ça montre aussi une prise de pouvoir bien sûr de George Russell maintenant, et bien que la légende Lewis Hamilton est partie. Mercedes qui a pris 3 fois plus de points sur ce week-end. Qui a pris plus de points sur ce week-end que sur les 3 Grands Prix précédents. Tout à fait. Et 3 fois plus de points Donc, que McLaren. il faut aussi une régularité maintenant pour voir si Russell jouer ou en tout cas lutter pour le titre, je sais pas, mais peut revenir peut-être. Mais il a combien de points de Norris? Une quarantaine, pas plus. Hein. Ouais, exactement. 50 C'est pas énormissime, quoi. 136 Russell, 176 Norris. 40. Et 198 Piastri. Rien n'est fait dans ce championnat quand on vous 62. disait. Je t'ai dit, il a moins de révo. Ouais, ça peut faire très très mal. Avançons justement, les gars, en attendant les prochaines évolutions, en attendant de savoir ce qui va se passer justement dans cet été pour le cas Mercedes. Mais on va continuer de parler de Mercedes parce qu'on ouvre le chapitre Max Verstappen. Peuvent-ils le faire craquer? On rappelle, Max Verstappen qui ne dispose plus que d'1 point sur son permis, mais il l'a dit en conférence de presse et vous l'avez rappelé, l'approche, elle, reste la même. Max, on l'a trouvé un petit peu agacé en conférence de presse, toutes les questions tournaient autour de ça. Est-ce que c'est un signe justement qu'il était sous pression? Est-ce que c'est une manière pour lui d'évacuer la pression? Bref, en tout cas sur la piste, ça avait l'air d'aller. P2 sur la grille. Lui qui n'a jamais pu inquiéter tout de même George Russell pendant cette course. C'est du moins en tout cas ce qu'il a expliqué à l'arrivée. Red Bull très agressif sur sa stratégie. Merci Red Bull parce que sinon ce sera encore un peu plus ennuyé. Moi personnellement je me suis ennuyé sur cette course. Mais Red Bull nous a sorti justement de l'ennui en au fond du gouffre aussi. Oui c'est vrai. mais justement, eh bien Red Bull je trouve en anticipant ce premier arrêt a mis un petit peu de piment et puis il va falloir qu'on revienne sur l'imbroglio sous safety car. Cette réclamation ensuite portée par Red Bull, on rappelle ce coup de patin, ce coup de frein de la part de George Russell qui oblige Max Verstappen à repasser devant lui, mais au final pas de pénalité et Max qui profite de l'accrochage Norris Piastri, on l'a dit tout à l'heure, pour se repositionner dans la lutte pour justement le championnat du monde des pilotes. Max, en un mot déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de son week-end avant de revenir sur cette fameuse affaire de la safety car? La pole était pour lui. Moi, j'étais persuadé que la pole était pour lui. Pour moi, c'est vraiment one day in the office pour Max Verstappen. C'est une journée normale au bureau. J'ai pris 18 points. Je les ai laissés faire leur merdouille. Et au final, je prends des points sur Piastri, je prends des points sur Norris et je n'en perds que sur le mec qui est derrière moi dont je n'ai pas peur. Voilà, reparti du Canada. Journée normale au bureau. Il est parti hier piloter à Spa. Oui, c'est vrai, t'as vu? C'est-à-dire, ouais, voilà. Voilà.
Et le truc exceptionnel, c'est qu'il sort du Grand Prix en disant j'ai un plan pour disputer les 24 heures du Mans. Il n'était pas à New York. Oui, c'est vrai. Oui. Hein oui, c'est vrai aussi. Alors, il est parti à Spa. Seuls les grands n'étaient pas à New York, hein, je tiens à le préciser quand même. Hein. Si vous regardez la liste, vous regarderez chez vous tranquillement. Qui n'était pas. Piastri, Il y Verstappen, avait Isaac, je peux pas dire ça. Fernando Alonso. Oui, mais Isaac il est obligé, c'est un jeune Pas là, pilote. Alonso Alonso il était pas, non. Et je crois qu'il y avait, je crois qu'il en manquait encore un ou deux. Demandez le DVD. Colapinto, il devait être à Miami pour l'Inter Miami. Mais si. Mais qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Non, oui, sur la One journée day passée au office. bureau. Ah ouais, non, mais là, il sait qu'il doit se tenir un carreau en Autriche. Puis derrière, ce sera 3 points jusqu'au 27 octobre. Ça, c'est plus dur, je trouve. Ouais. C'est plus ça qui est dur parce que y a beaucoup de courses qui vont quand même se passer jusqu'au 27 3 octobre. points, ça peut aller vite si. 3 points. Alonso, Sainz, Chine. Voilà, exactement. C'était 3 points. Ouais. Voilà, une Si- tentative de dépassement, Il ça s'est vaut 3 rien, points. il s'est rien Et passé. comme Verstappen aime tenter des Non, dépassements, mais attends, Ça quand peut tu coûter cher. regardes la liste des pénals qu'après Verstappen, il y a des trucs qui sont honteux, oui, comme le Mexique, par exemple. Ça, c'est honteux. Et puis derrière, t'as roule trop lentement sous VSC. Et là, tu prends un point de pénal. Ce qu'il a reproché notamment à George Russell. George Et Russell il y a après des avait moves. dit, ouais. Alors, Verstappen, Hamilton, Hongrie, pas de point de pénalité. Mhm. Donc j'aime autant te dire que c'est un peu la loterie. Ça dépend un petit Il a peu du pris- commissaire pilote. il a pris 7 points pour des collisions. Non, ça Il alors. a pris 2 points pour une conduite dangereuse. Il a pris 1 point pour le Safety Protocol Breach. Et il a pris 1 point pour, pour avoir gêné. Avoir gêné oui, quelqu'un. en qualif ou quelque chose comme ça. Tu te rends compte? C'est pas du tout Mais chaque point compte. proportionné, tu vois. Ouais, complètement. Mais Non, mais c'est pour ça qu'après l'Autriche, moi je pense qu'il sera déjà un peu relax. Enfin, je pense qu'il l'est déjà, il s'en fout complet. Mais le petit truc qui Ouais, il en change. récupère 2 Oui, en juillet. Bah oui. Ah, je pensais que Bah c'était oui. 3. Oui. Non. Il- Bah, avec passe les de deux, 1 il à passe 3. à 3 en fait. C'est Il ça. passe de 1 à 3. Ouais, c'est ça. Ah oui. C'est ça. Le chemin de croix va être compliqué pour Max Verstappen. Mais je pense qu'avant le Grand Prix, c'était une question qu'on se posait, enfin, qui était moins importante dans le sens où il commençait un peu à se faire larguer au championnat par les deux McLaren. On commençait à sentir que ouais, ça va être compliqué de revenir. Et quelque part, Max Verstappen l'a dit avant le Grand Prix, je ne joue pas le championnat du monde. Bon après, lui, est-ce qu'il faut le croire, faut pas le croire. Norris, faut le croire. Hein, ça, on peut le croire. C'est hein, sûr. bien. Mais Verstappen qui dit ça, je sais que c'est pour refoutre la pression sur McLaren, mais quand même. Et sur Norris. Ça a marché. Il y a un petit brin de vérité quand même, c'est qu'on sent quand même l'écart se creuser. Et surtout, maintenant que Piastri arrive à 80% en maturité, tu sens quand même que l'écart se creuse. Donc quelque part, il vient de devenir papa, il commence à en avoir rien à foutre de tout, ça commence à le saouler, etc. Le race ban, quand il dit « je courrai comme je courrai et on verra bien », je le crois quand il dit ça. Le race ban, RTT. Vraiment RTT offert. Et puis moi, j'ai vraiment la sensation que du côté de la F1, on n'a pas forcément envie de faire une course en Verstappen. Bah, bien Ouais, sûr. donc, si on peut éviter... En Autriche, t'imagines si ça avait été le cas? Oui, mais même les prochaines, si on peut éviter, tu imagines, aux Pays-Bas. Mais la billetterie La dépend de nombre Max de Verstappen. reventes. Ah oui, non, Mais non. la moi, billetterie je suis dépend de l'agence tour opérateur Max Verstappen. Sauf C'est la folie vérité de la vraiment V1 aujourd'hui. de Verstappen type Barcelone. Honnêtement, je pense qu'ils essaient. Oui, mais ça peut arriver. Il y aura de la mensuétude, c'est ça que tu Et veux pour dire. revenir ouais. sur Barcelone, moi, je suis désolé, mais les 8-10 points qu'il perd là-bas, ça peut lui coûter cher. Moi, je reste persuadé que dans une saison où même si lui, il l'a dit à Barcelone, mais moi, je considère que Verstappen est un candidat au titre, lui doit faire une saison parfaite. Mais c'est pour ça que c'est pas le cas de Norris, c'est pas le cas de Piastri. C'est pour ça que je considère que les 18 points qu'il a pris dimanche. On rattrape pas des points qu'on a perdus. Enfin, non, mais c'est pas ça. C'est que Norris a perdu des points. Piastri a perdu des Oui, points mais- sur lui. Oui, mais ça, c'est pas grave. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les 18 points qu'il met dimanche, pour moi, ils ont une autre saveur par rapport à la potentielle suspension après la course qu'avant. Parce que la dynamique avant, c'est McLaren qui commence à tout écraser partout, peu importe la typologie de circuit, peu importe ce qu'on tente comme réglage, etc., etc. Là, ce qui s'est passé là, c'est on a vu une McLaren moins dominante dans les faits, c'est hors accrochage. On a vu une McLaren qui amène un package qui ne fonctionne pas, en tout cas où ils n'ont pas trouvé des réglages. Ce qui est arrivé dans le passé aussi, ils ont mis 2-3 courses parfois à régler le package, mais soit là, elle ne fonctionne pas. Tu as les deux pilotes qui sont derrière lui, et il y a crash. La dynamique, elle est quand même à la fébrilité du côté de chez McLaren, et comptablement parlant chez Verstappen, le break par rapport à Norris, il existe, mais il n'est pas si gros, et il n'est pas si gros non plus par rapport à Piastri. Donc,
Pour moi, si on n'exclut pas Norris de la Ligue de championnat du monde, on n'exclut pas non plus Verstappen. Avançons les gars sur cette histoire de réclamation. Je tiens à vous dire, je vous lis dans le chat les amis, il y en a beaucoup qui ont des coupures de son, il faut juste rafraîchir votre page ou alors vous déconnectez, vous reconnectez, voilà c'est des petites choses qui arrivent notamment sur les YouTube live. La fameuse réclamation portée par Red Bull. On rappelle, régime de safety car suite à l'accrochage de Lando Norris avec Oscar Piastri et derrière le coup de patin de George Russell et Max Verstappen qui dépasse sans le vouloir en tout cas George Russell. Christian Horner qui explique pourquoi ils ont fait réclamation. Il dit premièrement concernant la conduite erratique derrière la voiture de sécurité où George a freiné très fort cherchant visiblement à intimider Max dans son rétroviseur. Deuxièmement, la distance laissée derrière la voiture de sécurité était clairement bien supérieure au maximum. Je crois qu'elle est 3 fois supérieure à la distance autorisée. Donc la réclamation a été transmise au commissaire sportif et nous sommes évidemment en droit de contester. Nous avons donc déposé les réclamations auprès des commissaires sportifs et nous verrons ce qu'ils nous diront. On a vu ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pénalisé absolument personne. Toto Wolff à la présentation du fameux film Formula One qui va sortir sur les écrans le 25 juin, qui est en avant-première d'ailleurs ce soir à Paris. Il dit il a fallu 2 heures à l'équipe Red Bull Racing pour lancer la réclamation. C'était donc de leur faute si cela a mis autant de temps à être jugé. Vous savez, honnêtement, c'est tellement mesquin et insignifiant. Ils l'ont fait à Miami et maintenant ils ont lancé 2 réclamations. Ils ont retiré une parce qu'elle était ridicule, disant que George en voulait à Max et à son permis, mais l'autre a tout de même dû être jugé. C'était une victoire méritée pour nous, comme tant d'autres par le passé, et c'est tout simplement embarrassant pour eux. Et puis Christian Horner, lui aussi sur le tapis rouge de la présentation du film Formula One, c'était hier bien sûr du côté de New York, il dit non, absolument aucun regret, c'est le droit d'une équipe d'agir ainsi, vous savez, nous avons vu quelque chose qui nous semblait anormal, on a la possibilité de signaler au commissaire et c'est ce que nous avons choisi de faire, absolument aucun regret, je pense que vous avez pu constater d'après les déclarations de George à la presse en qualification que son objectif était assez clair, je ne pense pas qu'il y ait eu de surprise à ce sujet. Tu sais, j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils étaient ridicules. C'est mon cas. Je trouve ce comportement puéril, ridicule et ça fait perdre du temps à tout le monde. Des deux côtés ? Moi je parle de Red Bull. Les réclamations, là, le FC réclamation, ça commence à me gonfler en fait. Tu vois, t'as des courses... Alors, c'est Racing Team en Formule 1, mais c'est pas grave. T'as réclamation courses, Racing Team. T'as des courses qui sont... Bon là, en l'occurrence, le Canada, c'est quoi, 22 heures. Et finalement, tu dois attendre 23, minuit, 1 heure, 2 heures pour avoir les résultats définitifs, Enfin, bref. Bon, je suis pas d'accord. C'est pour ça qu'on s'aime pas. Mais si, arrêtez. C'est trop drôle, mais le nombre de gens qui remplissent la piscine du plongeon à ce moment-là, quand tu dis ça, c'est un truc de fou, quoi. Ah, c'est pas de bloc, hein. C'est splash. Waouh, fou. Ça plonge. En fait, je trouve que c'est l'esprit même du grattage d'aller prendre tout ce que tu peux gratter. Russell, s'il peut avoir le mec qui a 20 points devant lui au championnat, s'il peut lui choper un race ban, il le fera. En plus, ils se détestent les deux. Si Verstappen, il peut prendre une victoire gratos quand les 2 McLaren, elles ont abandonné, il le fera. Et sans rire, si ça avait mené à quelque chose, au vu de la fébrilité de la FIA, parce que Verstappen se comporte avec Norris comme il se comporte avec la FIA, c'est pareil. C'est vrai. Donc, au vu de la fébrilité de la FIA sur la non-constance des choses, mais ils ont bien raison de le faire, dans le sens où, à l'heure actuelle, ils ont des concurrents, ils peuvent pas se battre avec eux en piste. Ils peuvent se saboter tout seuls comme ils l'ont fait là, quitte à aller gratter 7 points. Si le championnat se joue à 7 points à un moment donné, au moins il n'y a pas de regret. Mais ils sont dans leur rôle de faire ça. Donc FC grattage maintenant. Donc Massa qui va gratter son titre sur tapis vert, c'est la même. Non mais 10 ans après aussi. Non mais après, qu'il y ait une réclamation sur le soir même, je veux bien. Swanix dit un truc intéressant. À Singapour. Swanix dit un truc intéressant sur le chat. Il dit à Singapour, Perez avait pris 2 fois 5 secondes pour les 10 voitures sous SC. Peut-être aussi qu'on a été échaudé du côté de chez Red Bull sur une pénalité passée. Peut-être qu'on demande de la constance. Après, George Russell s'est bien expliqué. Il a dit que la safety car n'allait pas assez vite à son goût. C'est pour ça aussi qu'il avait laissé un petit peu de distance. Juste les gars, parce que malheureusement on manque de temps et qu'on doit on traitera malheureusement le cas Ocon assez rapidement. Même sur un live, on manque de temps. Même sur un live, on manque toujours de temps. Là, tellement de trucs à dire sur la Formule 1, même 3 ou 4 jours après. Il y a un syndicat qui est en train de se monter en régie déjà. Les gars, on est d'accord. George Russell, le coup de patin là. Ah oui, pour moi. Alors... C'est pour essayer de piéger Max Verstappen. Et moi, le premier à sa place, je fais la même. Mais moi, le premier à sa place. Mais même si c'est mon pote, hein. C'est pas. Bien sûr.
Évidemment que je le tente. Tu sais que. Et en fait, on ne pourra pas, même si lui demain te dit non, c'était absolument pas volontaire, c'est pour chauffer. Personne ne m'enlèvera de la tête l'idée qu'il le fait exprès pour derrière le dire. En plus, il le dit tout de suite à la radio. Il m'a dépassé. À d'autres. Mais bien évidemment, c'est mais ça, pour moi, ça c'est normal. Tu parles, même si c'est. Ça fait partie du vice. Mon championnat n'a aucun intérêt. Mon championnat n'a aucune valeur. Mon meilleur pote que je connais depuis que je suis en 6ème me fait des coups de pute. Tout le temps. tout le temps. Au karting, précise-le quand même, parce qu'on commence à être inquiet. Non, mais tu sais, on essaie de rester propre. Et à la fin, il arrive le casque, il me sourit. Tu sais, genre, on l'a vu, une fois qu'il a enlevé le casque, il a rebranché son cerveau. Quand Verstappen et Russell sont sortis après la convocation, ils marchaient, ils discutaient devant les caméras. Tu fais quoi? Je rentre à Monaco, et toi, tu vas voir le film? Oh non, je vais voir le jet, je roule à Spa mardi en GT. Tout va bien. Les fameux gentleman drivers, tu sais. Alors que s'ils peuvent se foutre une crotte de nez sur la vitre de la bagnole, ils le feront pas. Ils n'hésiteront pas. Voilà pour le cas Max Verstappen. On a hâte de voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Bien sûr, le temps qu'il récupère, c'est le juste point. En une phrase, Yuki Tsunoda, 3e course consécutive qui termine à un tour de son coéquipier. Oui. Je sais pas, moi je me souviens de quelqu'un, Kit Kat, etc. Il a terminé à un tour de Hadjar. Qui? Tsunoda, de Verstappen. Parce que je croyais que Verstappen n'avait pas de coéquipier, pardon. Excuse-moi, Non, mais voilà, parce qu'on avait dit beaucoup de choses sur Pérez à bon entendeur. T'as raison de le rappeler, très bonne explication. De nouveau, vous aviez beaucoup parlé de l'explication, tu sais, de Alex Albon sur les difficultés de performer à côté de Max Verstappen et d'être dans cette Red Bull numéro 2. Je vous invite à aller voir. Je crois que c'est sur The Race. Il a donné une autre explication qui, je trouve, complète celle dont vous aviez parlé et qui est vraiment très très intéressante. Voilà, c'est pour vous donner des petits tips de lecture en attendant que la Formule 1 revienne. Cette émission n'est pas terminée. Je vous rappelle qu'on est en live. On termine le débrief et ensuite, on aura la FAQ. FAQ, pour ceux qui nous regardent, bien sûr, en replay, qui sera retrouvé dans une autre vidéo. 4e enseignement, parlons d'Esteban Ocon, de l'audace, et c'est encore une fois l'un des maîtres mots de Haas, des points inespérés pour le 200e Grand Prix de Haas en Formule 1. On rappelle quand même qu'Ocon a encore une fois été battu par Oli Berman en qualification, mais derrière qui a parfaitement exécuté une course à un arrêt, un overcut géant de 57 tours, enfin après 57 tours passés en dur. Il n'a pas fait d'ailleurs que survivre. On a vu un rythme impressionnant, un rythme qui était même croissant tout au long de ce premier relais, et puis à l'arrivée c'est une 4e arrivée dans les points cette saison. La petite citation d'Esteban Ocon, cette fois-ci c'était sur Canal, c'est important quand même de le préciser dans l'émission Formula One. Il dit oui, il faut toujours qu'on fasse des trucs un peu fous pour essayer de rentrer dans les points, mais c'est clair que c'était bien vu de la part de l'équipe d'essayer une stratégie comme ça. En fait, on a vu qu'à chaque tour on améliorait en performance, on allait de plus en plus vite, et cette usure qu'on voyait sur le pneu s'en allait de plus en plus. C'est comme si j'avais un pneu de plus en plus neuf à chaque tour que je faisais, donc j'aurais pu bien finir la course, mais il fallait s'arrêter forcément. C'était en tout cas top de la part de l'équipe de tester ça, et puis on a réussi à finir dans les points, donc parfait. Quand on parle de la stratégie d'Ocon, ça fait écho à la stratégie de Carlos Sainz. On rappelle que d'autres ont testé cette stratégie, mais n'y sont pas arrivés, comme Alpine notamment. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression qu'avec le resserrement des performances qu'a amené la réglementation de 2022 et plutôt depuis 2024, on ne supporte plus l'effet passager du graining. C'est-à-dire que on tente pas de tenir. Et c'est dommage. Alors après, il y a une raison, c'est que tu perds trop de place pendant le temps où ton graining est là. Mais là, quand t'es Esteban Ocon et que t'as visiblement rien à perdre, c'est bien de le tenter. Ce sont des stratégies qui peuvent payer. Et en l'occurrence, là, l'overcut marchait, on l'a bien vu. Puisque je crois qu'il n'y avait pas eu... d'undercut. Non, t'as pas eu d'undercut sur cette course, tout à fait. La preuve avec l'arrêt de Max Verstappen notamment. Et d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il n'y en a pas un qui a tenté un arrêt devant. Parce qu'il y a un moment donné, je me dis, oh là là, Piastri, il peut ne pas s'arrêter. Tu sais, enfin bref, j'ai été presque déçu de ne pas les voir tenter ça. Surtout ceux qui partaient en médium et qui étaient sur les durs sur la fin, parce qu'on voyait que ça tenait. Bref, on revient sur Ocon. Mais l'overcut, c'est montré assez vite être le bon choix. À partir de là, quand tu sais que les trains DRS peuvent te sauver, c'est une bonne strat. Encore faut-il bien l'exécuter. Mais Esteban Ocon, dans ce genre de situation, tout comme Pierre Gasly d'ailleurs peut l'être parfois aussi, profiter des bons coups, ils savent faire. Et là, c'est totalement ça. C'est en plus un circuit qui lui sied parce qu'il n'a fait que des arrivées dans les points, si je dis pas de bêtises. Il me semble que hors Manor, mais il commence en 2016 à Spa, donc il n'a pas Canada. Et après, Force India, Renault, Alpine
Et As, du coup, là maintenant, c'est qu'ils arrivent dans les points. Donc, le tout mis ensemble, c'est logique, belle performance, et ça prouve encore une fois qu'on peut être une écurie de fond de grille et avoir des idées. As. C'est typique une course. As comme Atsu. As. Ouais, pas mal. Bravo. Non, c'est. En fait, c'est cool, encore une fois, de voir des stratégies. Moi, je suis toujours fidèle à ma doctrine de valoriser ces stratégies ambitieuses, audacieuses. Je ne sais plus qui en Australie s'était arrêté au dernier tour après avoir fait, il y a quelques années, après avoir fait toute la course sur un seul train. Voilà, moi je valorise toujours. Tu tentes, ça peut être perdant si la safety car elle arrive 40 tours avant, tu te retrouves et potentiellement tu es un grand perdant de cette affaire. Là en l'occurrence, tu as un petit peu de réussite justement sur le timing. Non, même pas, la safety car, ce que je raconte, elle arrive beaucoup plus tard. Franchement, bravo à As, bravo à Williams aussi pour l'avoir tenté et réussi avec Carlos Sainz. Après, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire dans un championnat tellement resserré. Si tu te retrouves en fait dans le trafic, encore plus dans des circuits où le DRS est important, compliqué de sortir en fait d'un train DRS. En tout cas, c'est ce que j'ai vu au Canada. Donc tenter quelque chose de vraiment différent, c'était, j'ai l'impression, la seule possibilité pour exister. Il y avait presque mieux à faire si t'attends la safety car. Alors évidemment, elle arrive 2 tours, 3 tours avant la fin, 4 tours avant la fin. Va venir, c'est toujours le problème. Ouais, mais en fait, le pourcentage de safety car que t'as à Montréal. Bien sûr. Ouais, tu peux tenter le coup. Après, là, t'as rien à perdre. Quand tu te dis qu'il y a de gros points à aller chercher, parce qu'in fine, il y a de gros points à aller chercher pour As, est-ce que tu vas pas te rendre victime ou coupable, entre guillemets, si tu perds ces points à l'arrivée? Est-ce que c'est pas trop audacieux, là, pour le coup? C'est surtout l'écart que tu as avec Alonso et Hülkenberg à ce moment-là. Je sais pas si pouvait te permettre de gagner quelque chose ou pas. Oui, peut-être. C'était Albon en Australie. C'est le chat. Oui. Le chat a une culture F1 exceptionnelle. Albon. Le chat a GPT Albon qui aussi. était où à l'époque? Chez Williams, d'accord. Chez Williams, tout à fait. Et qu'est-ce que je veux dire? Étonnant, Ouais, ça. on en parlera pas, mais le retour du taureau, là. Ouais, Je fais mes qualifs en médium. J'ai pas un train de pneu neuf pour la course. Que avec des pneus rodés. Je finis On P8. sait pas de quel genre de pneus rodés, mais. On n'est pas là pour tester. Voilà. P14, tu me mets ça, machin, tu le décales. Non, on n'est pas là pour tester, je suis là pour courir. Pendant ce Et temps-là, ça tranche avec le retour de Lance Stroll, dont on se serait passé. Je sais pas si vous avez Mais vu c'est la ce que conf j'allais de dire. presse, les gars, de Lance Stroll. Franchement, Coco, si t'as pas envie d'être en F1, vas-y, dégage, quoi. Tranquille, laisse la place. Enfin, je veux dire. Pas d'instinct là, à mon tremblant. C'est son Grand Prix national, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est son Grand Mais Prix on a national. l'impression qu'il a même on lui pas de pose des nation. questions, vous avez vu les Mais non, révélations mais- de la BBC? Mais tout le monde s'en fout. Vous avez vu les Tout le monde révélations? s'en fout de lui là-bas. Ah ouais, c'est dingue. Ah, t'es sûr? C'est Je sais pas, cata. bah, Moi, je serais curieux de savoir. Ouais, Moi, ouais, j'aimerais moi aussi. avoir l'avis Je sais justement pas s'il y a des Canadiens qui nous des regardent. Canadiens et J'aimerais bien Québécois savoir. qui nous regardent, parce que franchement, si t'as pas envie d'être là, mon grand, fais autre chose. Plein d'autres tennis. choses à faire. Il y a une Valkyrie qui fait du beau son. J'aimerais bien. Remarque, j'aimerais il bien sera à la Alonso même dedans. place. Hein. Oh bah, oui, c'est pas lui qui va la faire surperformer, la caisse, ça c'est sûr et certain. Il sera capable de perdre avec sait une jamais. Ferrari en 24 heures du Mans, dis donc. Voilà les amis, en tout cas pour les 4 renseignements, petit point comptable à chaque fois, hop, on sort la petite calculette et on fait nos petits calculs d'apothicaire pour vous dire que eh bien Oscar Piastri est toujours solide leader de ce championnat des pilotes, 22 points d'avance sur Lando Norris, 19 points d'écart entre Lando Norris et Max Verstappen, et puis ne fermons pas complètement la porte à George Russell si Mercedes venait à confirmer en tout cas son regain de performance. On n'a pas parlé de Ferrari les gars, pourtant ça aurait mérité un bel enseignement au vu des déclarations qui sont sorties ça et là, que ça soit les pilotes, que ça soit Fred Vasseur sur qui la pression semble être de plus en plus Je tiens importante. juste à noter que Aston Martin a pris des points, Sauber a pris des points, Alpine n'a pas pris de points. C'est vrai. En exécutant la bonne stratégie chez Pierre Gasly. Alpine, on risque d'en parler dans les FAQ. Hein. Ouais, Alpine, on risque d'en parler, j'imagine, dans la FAQ que vous allez nous poser quelques Peut-être questions. avec un invité exceptionnel. Pas Dans la FAQ. encore. Non, Même pas des bas alpines. Des balles pines. Ah oui, d'accord. Non. Ah Oui, Denis Brodiard sera là Ça pour pourrait évoquer les grands moments où il demandait les stratégies à Flavio Briatore. Ma physico, on ne dit pas, mais Raikkonen, c'est 15e tour. Ça pourrait arriver, on y travaille. Et qu'est-ce que... Ah, attends, je voulais te dire un truc. Ouais, t'as entendu la question de... Je sais plus qui de canal, je crois que c'est Margot Lafitte, à Fred Vasseur sur le tapis rouge hier. Ouais. Et il dit, t'as pas entendu? Il Ouais, dit, c'est énorme. ça vous plairait d'être acteur? Il fait, oh bah pourquoi pas? Parce que de toute façon, dans peu de temps, j'ai plus de boulot. Donc, Il a dit ça. il a une rancune bien vénère contre les médias italiens. Et si vous posez la question de savoir de quoi il parle quand il dit tout a changé chez Ferrari sauf une chose, Oui. c'est bel et bien des médias qu'il Exactement. parle. Et je peux vous dire qu'il était au Ah bon, Mans. c'est pas Charles Leclerc?
Et c'est pas que des médias, hein. Parce que moi, C'est pas que Parle des de médias qui dont il parle. John Hein. Elkann Non, il parle de gens. Alors, il était, je vous le dis comme ça, mais on va en parler pendant la FAQ dans quelques dans instants. le clan Binotto à Il est l'interne. passé mercredi aux 24 heures du Mans saluer 2-3 vieux potes et il a livré ses vérités à ces 2-3 vieux potes et il y aurait des brebis galeuses, il y aurait des agents doubles au sein de Ferrari. C'est à peu près ce qui ressortirait. Bon, C'est on le, va pas commenter- c'est le retour du on va pas Spygate. commenter la rumeur, mais c'est à peu près ça, quoi. C'est qu'il y a des mecs qui alimentent, si tu veux, la presse. Il y a peut-être Ah bah, des mecs en oui, interne. oui. Il y a peut-être des mecs qui se disent tiens, la place elle est pas mal. Mais après, faut pas faire la chasse aux sorcières comme ça a été à Naïsna ou chez Alpine il y a 2 ans. Hein. Ouais, C'est-à-dire c'est que si ça. tu commences à faire Ouais. ça, tu pourris l'équipe. Mais là, Vasseur, il parle plus que de ça. Hein. Ouais, exactement. En conférence de Et presse, il ne parle il a plus même que de ça. expliqué que si les résultats étaient pas bons ce week-end, c'est parce qu'il y avait des perturbations qui venaient de l'extérieur. Voilà. Bon. Écoute, moi ce On va en week-end, parler vite, en hein. 24 heures du Mans, j'ai vu John Elkann en t-shirt Ouais. tong. je vais me permettre juste un comparatif footballistique que beaucoup n'auront probablement pas dans le chat. de Boca, putain. Non. Pire. Quand même, Frédéric Vasseur, à mon modeste niveau, mais voilà, faut pas s'éparpiller dans sa guerre interne. Parler, tout refermer sur soi, tout contre moi, etc. Parce que moi, j'ai connu un sélectionneur d'un pays nord-africain qui est rentré dans cette guerre et qui a rapidement perdu les pédales. Donc, Rabah Madjer. On non, a dit qu'on citait pas de nom. c'est le même pays, mais c'est pas lui. C'est pas C'est lui. lui qui a remporté une CAN en 2019. Voilà. Ah. Il y a un pilote de Celui kart qui qui a porte son nom. le fameux qui a vomi. Quasiment qui porte son nom. Il s'appelle. Non, non. Vaïd. Oui, je pense à lui, non. Ah, non, Belmadi, excuse-moi, Jamal Belmadi. excuse-moi. J'allais dire, il y a un pilote de kart qui porte exactement le même nom, enfin quasiment, à savoir Belmaziz. Ah, T'es bien pas joué. loin. Bien joué. Voilà les amis, en tout cas pour ce beau débrief, je vous l'ai dit, la suite ça continue, une FAQ, les pistonnets qui répondent à toutes les questions. Vous êtes les rédacteurs en chef de cette émission, vous posez vos questions en live dans le chat et nous on prend les thèmes comme ça à la volée, on parlera de ce dont vous voulez. Voilà les amis, en tout cas pour cette belle émission, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre et consommer surtout en podcast à l'écoute. Ciao les amis, prenez soin de vous.